Ok, alors, je me suis dit que pour ce cours-là, c'est le dernier cours avant Pessah, on va faire un petit passage de côté. J'ai même pas amené les livres en fait. Et je me suis dit, on va faire un cours sur Pessah. Ça va être pas trop tôt. Ça s'inscrit en fait dans ce qu'on étudie, parce que dans le livre qu'on étudie, on voit comment toutes les choses qu'on voit de manière superficielle, en fait, elles ont une dimension cachée. Et c'est pareil, en fait, avec toutes les fêtes, numéro 1, et avec la fête de Pessah en particulier. Je vais expliquer pourquoi. Mais on dit toujours que chaque fête, elle est particulière. Elle a chacune sa particularité d'une manière différente. En fait, à Pessah, si je vous dis, c'est quoi le plus grand miracle? On va dire les deux plus grands miracles de la fête de Pessah. C'est que Moshe, il était toujours vivant pour moi. Et que c'est vrai. Qu'il soit resté en vie. Moshe, il est resté en vie malgré à chaque fois qu'il va voir Paro et tout ça. Non, mais même au début. Oui, tu ok, mais Moshe, il est survécu au Nil. D'accord. Moi, ok, magnifique. Exact. Qu'est-ce que tu veux dire par sortir d'Égypte? Quelle partie de la quand la mer est sous. Ah, l'ouverture de la mer. D'accord, l'ouverture de la mer. Oui. Et même et si on dirait du désert, tout ça. La traversée du désert. La manne. Non, mais nous, à Pessah, on célèbre, on commémore l'esclavage et la sortie. Pas les 40 ans dans le désert et la rentrée en Israël. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On ne parle pas tellement de. On mentionne à un moment quand les Israélites sont rentrés en Israël, mais c'est surtout la fin de l'esclavage et la transition à la liberté. Donc, l'ouverture de la mer Rouge, et on aurait pu dire aussi peut-être les diplômes. Ok. Oui, c'est vrai que. Mais tu as raison parce que tu vas à la source. Sans lui. Exact. Hein? Alors, tu sais que c'est super marrant parce que tu dis sans lui, on n'aurait pas eu ça en fait, sans Moshe. Il aurait été bien embêté. Ouais. Mais on ne serait peut-être pas là. Et en fait, tu sais quoi? Et dans la Haggadah, on mentionne le nom de Moshe une seule fois. Alors que toute la Haggadah, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte. Moshe, ça devrait être le personnage principal quand même. Dans toute la Haggadah. Tu vas voir que cette année, tu vas vraiment faire attention. Tu vas dire, ah ouais, c'est vrai. Mais ça se passe tellement crème, tu vois, parce qu'ils ont arrangé la chose, tu vois. On n'est même pas acteur principal alors. Dans la Haggadah, on mentionne Moshe une seule fois. Parce que c'est qui l'acteur principal? C'est Hachem. Parce que c'est vrai, c'est Moshe qui nous a fait sortir. Mais en fait, c'était Hachem. Donc, bon, si Moshe, il est arrivé quelque chose, voilà. Mais il n'aurait pas trouvé quelqu'un d'autre, parce que Hachem, c'est lui qui décide ce qui se passe. Donc, voilà. Donc, ok, donc c'est quoi en fait, pourquoi l'ouverture de la mer Rouge, en fait, on dit il y a le monde terrestre et le monde maritime. Le monde maritime, c'est un peu une réflexion du monde terrestre, mais sous la mer. Quand on fait de la plongée, même du scuba diving, du snorkeling, c'est pas tellement profond. Hein. On se dit, oh là là, mais attends, mais il y a un monde entier en dessous. Et c'est magnifique. Et en fait, on dit tout ce qui existe sur Terre, ça existe aussi sous Terre. Juste que c'est caché. Donc, ça représente quelque chose. Ça représente qu'il y a un monde dévoilé et un monde caché. Il y a le monde tel qu'on le voit et le monde tel qu'il a été conçu, mais qui est visible seulement au Et donc, quand Hachem il a ouvert la mer, donc en fait, il a révélé tout ce qui était caché. Ah ouais. Et donc, en fait, on raconte que Hachem il a ouvert la mer, les béné Israël traversaient la mer Rouge, et on dit que la révélation d'Hachem, à ce moment-là, une simple servante, elle voyait. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de la vision du chariot d'Hachem. J'avais dit que c'était un des secrets les plus profonds de tout le judaïsme. Pour comprendre la Kabbalah, il faut comprendre le secret de l'histoire du chariot d'Hachem. Cette vision, elle a été vue par un prophète qui s'appelait Ézéchiel. Et on dit qu'une simple servante, pendant la traversée de la mer Rouge, elle avait une vision plus élevée que Ézéchiel lui-même. Vous imaginez l'intensité? Pour Ézéchiel, Hachem, il a ouvert le ciel complètement. Il lui a montré, il lui a tout montré. Et pour une simple servante qui traverse la mer, qui vient de sortir d'Égypte, Hachem lui a montré encore plus. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la révélation de Dieu, au moment de l'ouverture de la mer Rouge, elle était très, très intense. Pourquoi? Parce qu'Hachem, matériellement, il a ouvert la mer. Spirituellement, il a révélé tout ce qui était caché.
C'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pour ça que je dis que ça se rapproche de ce qu'on étudie d'habitude. That's the feeling that the camp and I bring. Elle a fait un truc. C'est bon, c'est les films. Ça me fait plaisir. C'est pas la film normale. Alors, vas-y. Ok, donc en fait, on va aller dans l'ordre et ce qu'on va faire dans l'ordre, c'est que je vais aller chronologiquement. On a vendredi, ce Shabbat, c'est le Shabbat avant Pessah. Il a un nom spécial le Shabbat avant Pessah, il s'appelle Shabbat Agadol, le grand Shabbat. Pourquoi il s'appelle le grand Shabbat? Il y a plusieurs raisons, mais une des raisons, c'est une raison un peu marrante, et une autre raison, c'est une raison qui est un peu plus intéressante. Une raison un peu marrante, c'est que le rabbin, il est censé faire une grande dracha à la chose. Parce que c'est avant Pessah et il est censé expliquer aux gens comment on fait Pessah, toutes les questions qu'on peut avoir avant Pessah. Donc, le discours du rabbin avant Pessah, avant le Shabbat avant Pessah, ça va traditionnellement être plus long. Il y a même des communautés où ils font un moment séparé pour la dracha. Ça veut dire qu'ils vont dire entre 4h et 5h, le rabbin va faire une dracha. Alors que normalement, c'est entre Shacharit et Moussaf, entre genre la fin de la lecture de la Torah et la partie d'après. Il y a des communautés qui vont dire revenez pour la dracha parce que c'est vraiment un truc en soi. La raison plus profonde, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un grand miracle qui s'est passé Shabbat Agadol, le Shabbat avant Pessah. C'était quoi le Shabbat avant Pessah? Alors nous, le Shabbat avant Pessah, c'était le 10 Nissan. Ce Shabbat-là, nous, on est sorti d'Égypte. Ah ouais, j'ai pris des notes. En hébreu? Ouais, parce que j'ai pris mes souvenirs en hébreu, alors j'ai fait les notes en hébreu. T'as vu? Et ça faisait super longtemps que je n'avais pas écrit à la main. Et super longtemps que je n'avais pas écrit à la main en hébreu, j'étais super contente. Vous savez qu'écrire à la main, c'est un gros deal. Moi, j'adore. Super. Ouais, hein? Je dis bien, avant, je tenais un journal, pas tous les jours, mais régulièrement quand même. Ça fait des années que j'ai arrêté. Bref, et donc, qu'est-ce qui s'est passé le Shabbat avant la sortie d'Égypte? Nous, on est sorti d'Égypte un mercredi. Et le Shabbat d'avant, c'était le 10 Nissan. Et ce qui s'est passé, c'est que les aînés, les premiers-nés d'Égypte, ils ont entendu que Hachem, il allait venir tuer les premiers-nés. Ils ont dit, c'est plus des blagues. Nous, on a déjà vu, il y a déjà eu 9 plaies qui sont arrivées. Moshe, il est venu, il a dit, on va vous envoyer les grenouilles. Les grenouilles, elles sont venues. Il a dit, on va vous envoyer les bêtes sauvages. Les sauterelles, elles sont venues. Donc là, il dit, tous les premiers-nés, ils vont mourir. Et on va mourir. Donc eux, ils ont pris beaucoup plus au sérieux que tout le reste du peuple. Ce qui en soi est un peu ridicule. Vu que les aînés, j'ai dit qu'ils étaient aimés quand même. C'était les premiers-nés de leur famille. Donc, j'imagine que le délit est quand même important. Il est important pour quelqu'un au moins. Et donc, ce qu'ils ont fait, les premiers-nés, c'est qu'ils ont été voir les autorités. Ils leur ont dit, bon, écoutez, on arrête les blagues là, on les laisse partir. Les autorités ont dit, non, non, on continue. Ça va, on va crever, lui. Ça savait pas. Mais lui-même, c'est un aîné. Lui-même, c'est un aîné. Et donc, c'est une très bonne question. Et la raison pourquoi il n'est pas mort, même pendant les premiers-nés. Ouais, les premiers-nés de chaque famille. Pourquoi Pharaon, il n'est pas mort? Parce que même pendant la mer Rouge, il n'est pas mort. Alors que toute l'armée, elle est morte. Elle s'est noyée dans la mer. Il n'est pas mort parce qu'Hachem, il a voulu lui montrer son pouvoir. Il lui a dit, je veux que tu sois témoin de ma force. Et le Midrash, il raconte qu'après, Pharaon, il s'est converti. Il n'est pas devenu juif, mais il a fait des chouvas. Il ne s'est pas converti dans le sens où il est devenu juif. Il est devenu croyant. Il est devenu croyant et il est devenu le roi d'une ville qui s'appelle Ninive. Et l'histoire de Yona à Yom Kippour, c'est avec la ville de Ninive. Et donc le Midrash dit que Pharaon, il est devenu, un des Midrashim dit que Pharaon, il est devenu le roi de Ninive. Et ça, il est rentré chez lui et il a commencé à croire. Ouais, une fois que tout était fini. Il est parti de la. Ouais, c'est compliqué comme ça. C'est pas un truc qu'on raconte souvent. On met pas ça trop dans le. En première, c'est la Stara de Yona, c'est ça? La Stara de Yona. La Stara de Yona? Ouais. Tous les ans, on essaie de l'acheter. Ça s'appelle Yona. Ah. Des fois, les enchères, elles sont trop. Tous les ans, on essaie de l'acheter. C'est vrai. Ouais. Il faut aller dans une petite chose. Là, c'est une petite. L'année dernière, il avait réussi à l'acheter. On va voir. C'est beaucoup de brachot, tu sais. C'est une bracha pour la parnassa.
Et pour les filles, Ouais, je sais. Bezrat Hashem, que ça vous amène le Kibra. Alors, du coup, les premiers-nés, ils sont partis voir les autorités, ils leur ont dit, écoutez, nous, on veut vous laisser les bénis Israël sortir. Tout le monde a dit non. Paro, il a dit non. Il a dit non, ils continuent, ils sont des esclaves. On ne peut pas libérer des esclaves. Ce n'était pas dans la psychologie du monde à ce moment-là. Un esclave, il n'a jamais le droit de sortir. Il y avait même des règles, des lois. Ils ont trouvé dans... Ouais, exactement. And some water. Just a glass of ice water. Ils ont trouvé au Moyen-Orient, ils ont trouvé des tables, des plaques, des tables en terre avec des gravures, des lois de qu'est-ce qui se passe si un esclave se sauve de son maître, quelle punition il doit recevoir, qu'est-ce que la société doit faire pour le ramener chez son maître. C'était quelque chose d'important, c'était un betrayal. C'était c'était une trahison. Non, mais c'est ça. C'était une trahison pour un esclave de se sauver. Nous aussi, super, il s'est sauvé. C'est bien pour lui, quoi. Non, c'était considéré comme immoral. Une fois que tu es esclave, tu restes esclave. Donc pour les Égyptiens, ils ne pouvaient pas dire ah bah ouais, on va souffrir, donc on va les libérer. Comme ça, nous, au moins, on est gagnants. Il n'y avait pas d'option qui existait de libérer des esclaves. Bref, donc qu'est-ce qui s'est passé, c'est que les premiers-nés, ils ont décidé de faire, ils ont commencé une guerre civile avec tous les Égyptiens pour se battre contre eux et dire mais non, mais nous on veut vivre, laissez-les partir, comme ça on peut vivre. Et ce qui est intéressant, c'est que les premiers-nés, dites-moi si je me trompe, mais en général, dans les familles, les premiers-nés, c'est ceux qui ressemblent le plus aux parents. Ouais, chez moi, ouais. Un des deux parents. Un des deux parents, oui. Ils ressemblent le plus à un des deux parents. Pourquoi? Parce que les premiers-nés, c'est ceux qui représentent le plus l'identité des parents. Ben oui, parce qu'on donne tellement plus avec un premier-né. Ça marche, d'une façon ou d'une autre, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, les premiers-nés d'Égypte, c'est eux qui représentent le plus l'identité du peuple égyptien. Donc, c'est comme si on dirait l'essence du peuple égyptien, c'est-à-dire le noyau du peuple égyptien, qui se rebelle contre le reste des Égyptiens. Et ils ont fait une grosse guerre civile. Et ça a pris en charge pas mal des Égyptiens qui aidaient les oppresseurs du peuple juif. Donc, finalement, on sait que la plaie des premiers-nés, elle est quand même passée, elle est quand même arrivée. Et les premiers-nés, ils sont quand même morts. Et c'est seulement après que Paro il est venu, quand il a vu que son tour il allait arriver, qu'il est venu et qu'il a dit sortez, partez. Mais en soi, ce qui s'est passé ce Shabbat-là, c'était un miracle. Dans quel sens? Dans le sens où on avait une prise de conscience de la part d'une partie du peuple qui s'est rebellée contre son propre peuple à eux pour défendre, en fait, d'une manière détournée, défendre nos intérêts à nous. Mais on dit que c'est un miracle, mais en fait, c'est un miracle dans le sens où ils ont pris une prise de conscience. Mais en soi, nous, on comprend très bien que c'est normal, en fait. C'est les premiers concernés, forcément, ils vont se rebeller parce qu'ils savent que ça va leur arriver à eux, bien sûr. Donc, on appelle ces choses-là un miracle qui est habillé dans la nature. Si, par exemple, je vous dis la guerre des 6 jours, on a gagné la guerre des 6 jours. En sous-effectif. On était en sous-effectif. Contre 5 armées. 5 armées, ouais. Il y avait 3 fronts, on était vraiment. C'était très improbable. C'était très improbable. Mais en fait, c'était un miracle. Si on regarde vraiment, on dit c'est improbable, on ne dit pas c'est impossible. Pourquoi? Parce que factuellement, c'était possible, vu qu'on a gagné. Mais en fait, c'était pourquoi on le définit pas comme miracle? Parce qu'en fait, c'est un miracle qui est habillé dans la nature. C'est pas un miracle comme Hachem, il a dit non, vous allez arriver devant le camp et puis tout le monde sera mort. C'est arrivé dans le Tanakh, il y a une histoire comme ça, où il y a une armée qui fait le siège autour de la ville de Yerushalayim. Et le matin, le roi, qui est le roi juif qui est à Jérusalem, il vient sur les remparts de la ville et il voit toute l'armée qui faisait le siège, qui est morte. Ça, c'est un miracle, pas dans la nature. Mais nous, on n'a pas eu ça pendant la guerre de 6 jours, c'est un miracle dans la nature. Comme, si je peux me permettre, comme le miracle des Maccabim. Les Maccabis à Pessah, oui, les Maccabis à Pessah. Les Maccabis à Hanouka, c'était ça, c'est une petite armée contre une énorme armée et ils ont gagné.
c'est un miracle qui est dans la nature. Donc, le miracle de Shabbat Hagadol, c'est un miracle qui est dans la nature. Et pourquoi ça a une force? La force de ce miracle, c'est que Hachem nous dit, regarde, la nature, en fait, elle-même, c'est un miracle. On ne s'en rend pas compte, parce que c'est la nature. On s'en rend compte. C'est un miracle qui se renouvelle. Par Hachem. C'est un vieillissant. Ouais, c'est ça. C'est Je ça. ne fais pas attention, mais Vous faites pas attention, c'est ça. les choses. Et donc, en fait, ça montre les deux niveaux de Pessah. Dans Pessah, on a le niveau qui est au-dessus de la nature et le niveau qui est dans la nature. Sortir d'Égypte, quand on est un peuple esclave, c'est un miracle au-dessus de la nature. Cette guerre civile qu'il y a eu pendant le Shabbat Hagadol, pendant ce grand Shabbat-là, ça, c'est un miracle qui était dans la nature. Et on va voir que Pessah, en fait, il y a une combinaison des deux. Il y a les choses qui sont dans la nature et les choses qui sont au-dessus de la nature. Ça représente toute la thématique de Pessah, qui est se rappeler de l'esclavage et célébrer la liberté. Donc, c'est les deux, c'est la nature et le dépassement de la nature. Ok, donc en sortant, donc on a eu ce truc, cette histoire de... On célèbre la liberté et l'esclavage. Et en fait, si on fait l'esclavage déjà, on a les fêtes, après on a fait à manger. C'est ça. On a des sortir de mon pétrin. Attends. Moi, laisse-moi. Vas-y. Tu ne veux pas te perdre. Il y a deux raisons pour le Shabbat Hagadol. J'ai perdu mon nom. Ah, on avait dit une, c'est que le rabbin il donne une grande dracha, et une autre, c'est que les premiers-nés égyptiens, ils ont fait une guerre civile en Égypte. Ok. Donc ensuite, ils sont sortis, mais c'est bien que tu me fasses ça. Oui, c'est ça. Elle m'a dit, Change, lui apprendre des trucs. Il m'écoute, c'est bien, chérie, c'est bien. Moi, il croit que quand je fais des cours, je rentre et que je vais être plus gentille avec lui. Je ne sais pas si tu penses quel cours j'ai fait. Mais dis, je comprends pas, t'es encore méchante, tu fais des cours. Tu crois que j'ai été faire quoi, toi? Je suis pas méchante, c'est bien insupportable. Bayo! Non, voilà, je me suis là. Pardon, vas-y. Bon, mais ça va, là, il part 2 semaines en Israël. Non, la distance, c'est plus agréable. Ouais. Bon. Bon. Donc, ouais, pendant le Seder, si vous remarquez, il y a des moments où on s'accoude et des moments où on ne s'accoude pas. Il y a des moments où on commémore l'esclavage et des moments où on célèbre la liberté. Et c'est toujours, c'est hyper entreposé comme ça. Quand on s'accoude, ça veut dire quoi? Quand on s'accoude, c'est un signe de liberté. D'accord. Donc, quand tu bois le vin, c'est un signe de liberté. D'accord. C'est principalement ça. Quand on boit le vin, on va en parler. Bon, bah, si on en parle déjà maintenant, on va en parler maintenant. En fait, il y a les deux concepts. Il y a les deux points essentiels du Seder, c'est les 4 coupes de vin et les matzot. Mais il y a le maror aussi. C'est très important, on doit manger le maror. Donc, le truc, c'est quoi? C'est qu'on a donc les matzot et le vin. Les matzot qui nous rappellent l'esclavage et le vin qui nous célèbre la liberté. Combien de matzot on doit avoir sur la table du Seder? 3. Ah, ouais, Bravo. 3. Combien de coupes de vin on boit? 4. Pourquoi pas les deux la même chose? Tu vas nous dire pourquoi pas 4 matzot et 4 verres de Je vin? n'ai même pas posé la question. Plus de liberté que de... Ok. Alors, en fait, la matzah, on l'appelle comment en français? Galette. Les galettes. Les parasites? Ouais. C'est comme ça, les galettes. C'est pas vrai, moi aussi, j'ai grandi avec les galettes. C'est vrai, C'est sur la boîte. C'était à l'époque. Non, mais elle disait toujours le parasite. Elle avait appris les deux. Voilà, c'était à l'ancienne. Ouais. C'était écrit sur la boîte. Voilà. C'était les galettes. Ok. Le truc, c'est quoi? C'est que dans la littérature, on parle des matzot de plusieurs façons. Il y a les matzot, l'echem matzah, il y a les matzot qui s'appellent aussi le lechem oni. Le lechem oni, c'est le pain de misère. Et on dit, c'est quoi les matzot? Les matzot, c'est le pain de misère. C'est pour nous rappeler qu'est-ce qu'ils mangeaient les esclaves en Égypte. Ils mangeaient du pain de misère. Ils mangeaient un pain qui était rapide à faire. Il n'y avait pas d'ingrédients en plus. C'était seulement vraiment l'essentiel, la farine et de l'eau. Il n'y a pas de goût.
Il n'y a pas de goût, il n'y a pas de, il y a pas de kiff, quoi. Ben, c'est le pain des esclaves, en fait. Le pain des pauvres. Donc, la matzah, elle est là pour nous rappeler l'esclavage. Merci. Elle est là pour nous rappeler l'esclavage. Merci. Le vin, pourquoi on boit 4 coupes de vin? Une des raisons pour lesquelles on boit 4 coupes de vin, c'est parce que Dieu, il a utilisé 4 mots différents pour dire qu'il va nous sortir d'Égypte. Quand il a parlé à Moshe et qu'il lui a dit « Je vais sortir les bénis Israël d'Égypte », il a utilisé 4 termes différents. Il a dit « Je vais les faire sortir, je vais les libérer, je vais les sauver, je vais les prendre ». Comme il a utilisé 4 mots différents, on dit « Ah ben, il va prendre 4 coupes de vin pour être reconnaissant à Hachem de ces 4 fois où il a dit qu'il va nous sauver. » Ok. Mais si nous, on fait Pessah et que la mitzvah de Pessah principale, c'est de manger la matzah. La matzah faite à la main. On devrait avoir 4 matzot. En fait, on dit non. Comme c'est le pain de misère, donc on va faire un petit peu moins que ce qu'il faudrait. Les coupes de vin, ça représente la joie de la libération. Donc ça, on met 4. Mais comme les matzot, c'est le pain de misère, donc on en met 3, on met un petit peu moins. Qu'est-ce que ça représente spirituellement? Parce qu'il y a toujours un côté plus profond. Spirituellement, ça représente le pain de misère, il représente le niveau misérable du service de Dieu. C'est quand on sert Dieu de manière insipide. La matzah, en fait, elle n'a pas de goût. La matzah, elle est croquante. Mais si on se concentre sur le goût de la matzah, il n'y a pas de goût. D'ailleurs, la matzah qui est faite avec du jus d'orange, la matzah qui est faite avec des ajouts, on n'a pas le droit de la manger pour le seder. Il y en a qui n'en mangent pas du tout tout ça. C'est le vin et tout. Hein? C'est le vin C'est au vin ou au jus d'orange, il y en a qui n'en mangent pas du tout ça. On mange que là. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. Alors, je vais te dire quelque chose. Ouais. Je suis désolée, peut-être que je suis une ignorante. Non, du coup. Mais en Guadeloupe, jusqu'à ce que j'arrive ici, j'ai fait tous mes pessards en Guadeloupe. Ouais. Je n'ai jamais eu de matzah chnoura. Je l'ai découverte ici. J'ai fait la matzah normale pour faire la ficomanie. Voilà, jamais utilisé la matzah chnoura. Ah oui, le rab de Tachouk, il ne nous a jamais donné de matzah chnoura. C'est pour ça que je l'ai donné. Ouais. On n'a jamais fait avec la il y en a aujourd'hui. Ah ouais? Je pense qu'aujourd'hui, il y en a, parce que maintenant, aujourd'hui, ils sont évolués. Mais à l'époque, enfin, elle dit ça, mais moi, à Paris, c'est la matzah chnoura. J'ai jamais vu, moi. À Paris, jamais. Ah, merci. Moi, j'ai découvert ici. Jamais on l'avait. Je l'ai découvert avec Paris. Non, mais toi, tu l'avais pour les gens normaux. Ouais. J'ai jamais vu la. Ah ouais. On est d'accord? Non, mais mais ouais. on avait La blanche, la ronde, les rondes, elles sont faites à la main. Non, la bien présente, la bleue blanche épaisse, tu la mangeais, tu es dans le sushi. Elle attrape tout le liquide. J'avais jamais vu la matzah chnoura. Bon, écoute, La ficomane, on casse la galette. Ouais, exact. Ah, mais nous aussi, on était pas mal. Ouais. Voilà. Ah bon, mes grands-parents aussi, hein, ils sont venus, ils ont trouvé que mon père était complètement dingue. Non, bah, si on n'est pas exposé à ça, ouais. Parce que nous, nos parents, ils n'étaient pas. Ah oui. Non, mais ça montre, ce que ça montre, c'est que malgré tout le travail que les Loubavici font à Paris ou en Guadeloupe, il y a encore du travail à faire. Attention. Ils venaient ponctuellement. Ça a changé, hein. Louis venait pour l'été, pour nous faire des gammes israéliennes. Mais ils venaient aussi à monter ça? Ah ouais, jamais. Dans les sites où il n'y a pas de synagogue, ils allaient. En Guadeloupe, il y a une synagogue. Parce que moi, je me rappelle que mon frère, il avait été en Guadeloupe une fois pour faire ça. Mais ils viennent quand il n'y a pas de maman. Ah, ok, d'accord. Et il y a une synagogue consistoriale. Ah, d'accord. Ils allaient à Saint-Martin. Peut-être. Ah ouais. Les Martins, il y a Saint-Martin. Ah ouais. Mais alors, attends, Non, il y a un travail. Il y a le Rav. mais tu sais qui dans ta famille? Il y a ma mère, les tantes, Et les alors, tantes de ils mon mari. sont partis de Guadeloupe pour Saint-Martin. Ouais. Ah, Il y a le bois. mais maintenant, à Paris, je pense qu'ils ont la matzah chnoura. Non, mais ils l'avaient avant, hein. Avant. Non, Mais ils l'avaient déjà quand toi, t'étais petite. Parce qu'on ne te l'avait pas donné. je ne l'ai jamais On avait vu. des parents très Ça montre que l'impact n'est pas total. Voilà. Non, mais maintenant les gens traditionnalistes, ils l'ont. Ouais. Ils l'ont à 10. Alors, Chabad, ils ont sorti une vidéo de propagande pour la matzah chmoura. Ah ouais. Ils ont fait un truc magnifique. Et la pub, c'était quoi? C'était sur les Bentley. Sur les Bentley, les Bentley, pourquoi elles sont tellement précieuses et tellement classe? Parce qu'elles sont faites à la main.
il ne faut pas faire de compromis sur la qualité, à la main. C'est la matzah à la main. C'était très, très, ouais, il va très, très bien fait. Ouais, exact. Ouais. Et à Sinaï, ils donnent à chaque enfant, ils leur donnent un sac avec 3 matzahs. Ouais. Les enfants porteurs aussi donnés. Ouais, c'est très important. Il n'y a pas d'amis après que ça. Oui, mais ah ouais. Ouais, ils ont déjà distribué. Pas dans $9 la boîte. Il faut l'acheter. Je vais l'acheter à Costco. Ouais. $9 la boîte. Oui, il y a 3 galettes. $10 la galette. Il y en a 6, je crois. Non, mais sans déconner. Non, je crois qu'il y en a 6. Il faut Il y en a 3 cassés. C'est vrai. Et 3 que tu peux sauver. Non, j'avoue. Ouais. Ben, c'est pour ça que ça s'appelle le pain de misère, parce qu'une fois que tu l'achètes, c'est dans la misère. C'est ça. Regardez le message que je viens de recevoir par email. Bon, donc du coup, c'est pour ça qu'on a trois matzahs, 3 galettes. Alors, ça représente quoi? Ça représente le niveau du service de Dieu où on sert Hachem. Vous allez vous reconnaître en fait dans ce que je vais dire. Parce qu'il y a 2 façons de faire les mitzvot en fait. Il y a une façon de faire les mitzvot qui dit, bah, moi je le fais parce que je sais que c'est ça qu'il faut faire. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'il faut le faire, donc je le fais. Et il y a une autre façon de faire, c'est de dire, je sais pourquoi je fais ce que je fais. Et j'adore ce que je fais. Et je kiffe faire les mitzvot. Parce que ça a un sens pour moi, ça a un sens pour Hachem. Et ça me fait plaisir de faire plaisir à Hachem. C'est une façon différente de vivre son judaïsme. Si on vit son judaïsme en disant, bon, non, on ne peut pas manger de pain pendant 10 jours, c'est comme ça. Une fois, ma sœur, elle avait fait un cours avant Pessah. Et il y en a qui lui a dit, oui, on ne mange pas de lait non plus. C'est ça, je me rappelle, il y a aussi 9 jours où on ne mange pas de viande. Là, en 9 jours, ouais. Et je sais, il y a aussi, des fois, c'est confus comme ça dans la tête des gens. Et c'est pas de la faute. Hein. C'est confus parce que si on ne met pas les choses dans un contexte, ben, les choses, elles n'ont pas de sens. Donc, ça peut être n'importe quand, quoi. On ne mange pas de viande, on ne mange pas de pain. Le groupe chat, il doit être à ses sœurs et alors nous, aujourd'hui, on a fait Non, ça, c'est exceptionnel quand même. Non, ça, c'est exceptionnellement nul quand même. De dire on ne mange pas de pain. Alors attention, cette semaine, on ne mange pas de pain. Ah oui, on ne mange pas de viande non plus, c'est ça. Non, en fait. Tout dans une fête, on peut mourir. Non, mais c'était super mignon. Non, du tout, Khazé Shalom. Non, parce que c'était. Non, c'est super mignon. Je raconte tout aussi. Non, par contre, moi, j'ai ma sœur au Panama qui me raconte des fois les touristes, ils ont des questions. Non, au Panama. Des questions, genre, ils pensent que le travail, il est à leur service, genre, linguistique. Ah ouais. Ouais, genre, non, désolé, je ne peux pas vous aider. Bref, donc ça représente ces 2 niveaux-là. Le niveau de misère, c'est quand on fait les choses sans avoir de raison, sans avoir de passion, sans avoir de connaissance sur ce qu'on fait. Et faire les choses avec joie, on fait les choses avec joie quand on a plus de connexion avec la chose. Donc, c'est vrai qu'on passe du niveau de serviteur des Égyptiens à serviteur de Dieu. Mais le niveau de serviteur de Dieu, c'est pas juste je sers Dieu parce que sinon je vais recevoir les coups de fouet, je dois construire les pyramides. C'est parce que j'ai une connexion avec Dieu et ça me fait plaisir de faire des choses pour lui. Donc, c'est la différence entre les 3 matzahs et les 4 coupes de vin. C'est parce que ça donne un kiff. Ça donne un kiff. Comme ils ne connaissent pas, ils ne veulent pas faire. Alors, attends, une seconde, ça te relie à autre chose. Vous savez, on dit il y a les 4 enfants, les 4 fils à la table du CEDER. Alors, les 4 fils, chacun vient avec une question. Et le Chacham, l'enfant intelligent, il vient et il dit mais pourquoi il y a 3 sortes de mitzvot? Parce qu'il y a 3 sortes de mitzvot dans la Torah. Il y a les mitzvot qui sont des mitzvot civils en fait. Tu n'as pas le droit de voler, tu n'as pas le droit de tuer, tu as des trucs normaux dans toutes les sociétés, il y a ces mitzvot-là. Il y a les mitzvot qui sont là pour commémorer des choses, des événements. Par exemple, Shabbat, ça commémore
la création du monde, ça commémore aussi la sortie d'Égypte, les fêtes, tout ça. Et il y a les lois qui n'ont pas de raison, qui sont là juste parce que Hachem il nous a dit de les faire. Et l'enfant sage, il dit, mais pourquoi tu as besoin d'avoir toutes les mitzvot qui ont des raisons et tout? Normalement, si on aime vraiment Hachem, eh ben, on devrait faire toutes les mitzvot sans raison, juste parce qu'Hachem il a demandé. C'est comme si votre mari vous demande quelque chose et vous ne comprenez pas, par exemple, il vous dit, moi, j'aime pas m'asseoir là, je veux m'asseoir là. Quand tu mets la table de Shabbat, tu me mets ma place ici. Et vous lui dites, mais non, mais c'est là que tu devrais t'asseoir. Regarde, je sais que tu ne comprends pas, ça me fait plaisir, je veux ma place ici. Mais moi, ah ouais, mais s'il te dit, regarde, je sais que tu ne comprends pas, mais regarde, vraiment, ça me fait plaisir. Je ne sais pas, on n'abuse pas de l'histoire. Je mettrai ton tête là. Oh, chouette, ça marche. D'accord, les cours, on va être gentil. Mais attendez, vous rigolez? Tu sais que j'ai découvert. Ouais. Capricorne, Ouais. ascendant Capricorne, et je suis 12 Tévet. Capricorne en vue chez les Juifs. Mon signe est tellement terre à terre que s'il fait des choses sans comprendre, il ne peut pas les faire. Je vais le faire toute une à la limite. C'est tellement ancré que Schmitt, on appelle ça Schmitt, mais vraiment, c'est tout simplement. Si je ne comprends pas, je ne peux pas faire. La boule. Bon, on ne peut pas être parfaite, ça va. Et ben en fait, ce qu'on lui dit, et ben regarde Solange, ça va te parler alors. Parce que ce qu'on lui dit à l'enfant sage, on lui dit, je dis l'enfant, en fait, c'est pas forcément un enfant, on dit les quatre filles, ça peut être des adultes. Au sage, ce qu'on lui dit, c'est que, hé, Baba, c'est vrai qu'a priori, on devrait faire les choses sans comprendre par amour pour Hachem. Mais oh, on est des humains, on a été créés avec un cerveau et avec un cœur. On a besoin de connecter avec les choses qu'on fait. Vous faites tout comme des robots. Non, ben non, mais pas. pas à ton extrême. Oui, Parce qu'on n'est pas Capricorne. C'est pas notre faute. Chacun son style. Chacun son défaut. Moi, je suis pour une qualité. Écoute, pardon, Rachel. Non, non. Non, mais c'est vrai, mais je travaille. C'est vrai. C'est vrai qu'on a besoin. Moi aussi, j'aime savoir. Solange, on a tous besoin de comprendre. Oui. On a tous besoin de comprendre. C'est normal. Des choses simples. Ouais. Des choses simples comme ça. Vous savez, par contre, ce que j'ai découvert il y a 2 ans, en parlant avec la conseillère éducative de l'école où je travaillais, qu'il y a un syndrome qui s'appelle Oppositional Disorder. Science disorder. Defiance, ouais. Oppositional Defiance Disorder. ODD. C'est par nature, tu vas contredire ton environnement. C'est juste mon signe. Je lui ai dit, mais pourquoi on m'a jamais dit? C'est les Américains qui sortent toujours des trucs, des syndromes. On s'est trouvé. Arrête, moi je suis grave On reconnue. va appeler ton mari. Ouais. Elle est ODD. Ah ouais, mais tu sais que c'est. Il y a plein d'ados qui font ODD. Oui, Non, oui, les ados, les par ados, définition. c'est automatique. Mais il y a des gens qui dans leur vie ils sont comme ça. Genre ils vont Mon mari, réagir des fois, par il peut me qualifier contrepartie. de ça. C'est vrai? Ah ouais? Ouais. J'aime bien dire T'as le pas l'air. contraire. Mais moi aussi. Non, toi t'as l'air. Non, Non, mais moi, je le dis. non, mais c'est pas un défaut. Non, pas un mais défaut parce que je parfois, reconnais, on a besoin de ça. Je nie pas, hein. Mais c'est Mais vrai que regarde, je par fais un exemple, bon tu t'es pas travail. fait vacciner. Non, je vois, il faut vraiment pour se faire vacciner. Oui, je sais pas. C'était spécial de se faire vacciner. Et toi, parce que ton mari, il a eu la réaction. Ouais. Peut-être que tu l'as eu quoi, toi? Il a fait une hémorragie. Ouais. C'est moi qui ai forcé à faire le premier vaccin. J'étais enceinte. Tu l'aurais fait quand même. Et je l'aurais fait. J'ai même hésité à le faire enceinte. Mais je voulais absolument qu'il assiste à mon accouchement. J'avais peur qu'il attrape entre temps, donc je forçais à le Tu sais faire. que moi, si je l'avais fait, Moi, j'ai cassé Shabbat, j'ai appelé. américaine, donc tu n'as pas le droit de rester sans ça. Bon, Hémorragie dans la bouche. enfin, Et il me disait, moi, ça se voyait. non, en fait, Non, mais tout le monde a fait des dernier fautes. rendez-vous vendredi après-midi, Tout le monde a ils avaient que ça fait, tout le monde a fait. Ah ouais, je savais. Je te parle. et à dormir, et passer un bon Shabbat et tout. Et samedi matin, je le vois allongé à côté de moi, mais je vois tout de suite. Il y avait le choix, tu le passer. Il y avait le choix. Et je le réveille. Quand même. Il va pour faire le silence, mais il n'arrive pas à la bouche. Il s'humidifie les lèvres pour pouvoir décoller, tu vois, sinon il n'arrive pas à décoller les lèvres. Quand il est ouvert, on ne voit même pas les dents, c'est du sang qui a coagulé. Et donc là, il me regarde
Parce que je ne vais pas faire. C'est moi qui vais faire l'effort. Oui, tu veux me tuer. Je vais mourir. Regarde ce que je fais à faire. Donc, j'ai appelé Walgreens, j'ai vérifié le vaccin. Il me dit non, c'est pas le vaccin. J'ai attendu. C'est jamais le vaccin. Il me dit appelez Pfizer. J'appelle Pfizer et tout. Tu as appelé 911? Non. Non, je voulais savoir ce qu'il fallait faire. Je ne comprenais pas. Je ne voulais pas le faire paniquer non plus parce que je me sentais hyper coupable. Je voulais qu'il me rassure au téléphone. Je fallait que je donne le numéro de crédit du vaccin et tout. Walgreens me rappelle en me disant écoutez, c'est un effet secondaire, je me suis renseignée. Je dis d'accord, est-ce qu'il a une infection gencive? Je ne sais rien. Parce que si c'est une infection gencive, ça fait une hémorragie cérébrale derrière. Et il y avait un docteur en fait qui était décédé de ça, un gynéco à Mont-Sinaï. Et c'est parce qu'il avait une infection gencive. Je ne sais pas si c'est une infection gencive. Heureusement, on a appelé un ami dentiste, il m'a appelé. Il m'a dit non, ne t'inquiète pas, j'ai plusieurs patients comme ça. Et on allait le voir. Et en fait, ce n'était pas une infection gencive qu'il avait, il avait une inflammation gencive. Et le Pfizer, ça lui a créé cette hémorragie. On voyait plus les dents. Mais lui, par contre, après tout ce qu'on a dû payer pour faire les faux vaccins, pour faire les faux papiers, on a payé. Je me tais, fais ce que tu veux. Je fais. Ah, tu l'as fait après? Tu as fait les faux papiers, les faux vaccins? Avec qui tu as trouvé? Moi, j'en avais une. Une seconde. Ah,